Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Vous avez le micro. Messieurs les Présidents, pardon. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'avantage de parler ici ce soir, c'est que ça permet d'enlever le masque, ce qui est déjà quelque chose de magnifique. Dans cette présentation que je vais vous faire des séjours, des 3 séjours, comme je vais les développer, de Charles de Gaulle en Pologne, à côté de ce siècle qui vient d'être brossé de la question polonaise du XIXe siècle, je vais limiter mon propos à 18 mois, ce qui sera beaucoup plus concis et ça sera plus une histoire par le bas qu'une histoire dite par le haut. Je vais commencer dans un premier temps par simplement essayer d'évaluer le poids relatif des séjours de Charles de Gaulle en Pologne sur toute l'expérience personnelle, militaire, qu'il a acquise, qu'il s'est forgée au temps de la Première Guerre mondiale. Le premier séjour du capitaine de Gaulle ne se fait pas avec la mission militaire française comme c'est généralement dit, puisque là je vous renvoie sur le site de la Fondation Charles de Gaulle où il y a une magnifique photo qui a été mise il y a peu grâce au musée de l'armée. Le premier séjour de Charles de Gaulle sur le territoire de ce que j'appelle la Pologne de Riga, c'est lorsque les Allemands, qui en ont un peu marre du capitaine de Gaulle, qui cherche toujours à s'évader, l'incarcèrent dans cette ville actuellement en Biélorusse de Tuchin. Si vous allez sur le site de la Fondation, vous verrez un dimanche de 1917, le capitaine de Gaulle en train de servir la soupe aux autres officiers dans ce petit camp de prisonniers, d'officiers français. En tout, de Gaulle va séjourner à 2 reprises en Pologne, principalement, donc ensuite après l'affaire de Tuchin, d'avril 1919 à mai 1920, puis de juin 1920 à janvier 1921. Ce qui est intéressant, lorsqu'on évalue sa participation à la renaissance de la Pologne, on arrive à 18 mois de présence sur le sol polonais. Lorsqu'on calcule maintenant le temps qu'a passé le capitaine de Gaulle depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à son retour de quand il est réellement à faire la guerre sur le front français, on en arrive à 19 mois. C'est-à-dire qu'au cours de cette période, l'expérience de Gaulle est à moitié la Première Guerre mondiale en France, à moitié en Pologne. Ce qui nous donne quelque chose, à mon sens, d'intéressant. Maintenant, pourquoi va-t-il chercher à partir en Pologne en 1919 ? Il va chercher à partir en 1919 quelque part où il peut faire la guerre afin de reconstruire sa carrière militaire. On en donne un exemple simple. Il recevra pendant son premier séjour polonais la Légion d'honneur, alors que son major de promotion à Saint-Cyr, qui est à l'époque le capitaine Alphonse Join, a lui reçu la Légion d'honneur en décembre 1914. Donc il doit reconstruire sa carrière. S'il veut, c'est son objectif, devenir un candidat raisonnable pour rentrer à l'école de guerre et pouvoir devenir ensuite officier supérieur. Donc comment faire lorsqu'il arrive à Saint-Mexan, qui était avant la Première Guerre mondiale une école d'officiers d'infanterie, pour partir faire la guerre quelque part. Lorsqu'il arrive à Saint-Mexan, il décrit d'abord le camp à sa mère. Saint-Mexan, écrit-il, c'est un trou. Tout est dit. Et quant à ses camarades qui rentrent comme lui de camp de prisonniers, il estime qu'il souhaite au plus vite, je le cite, se séparer de ce triste peloton. C'est-à-dire que vraiment, il vit très mal son arrivée à Saint-Mexan et il écrit spontanément au général Archinard, qui a pris depuis 1917 la direction de la mission militaire française qui constitue une armée polonaise en France, et il reçoit, il demande tout de suite à Archinard à partir en Pologne avec l'armée à l'air, et là, il reçoit un non catégorique de l'état-major. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'il a écrit directement au général Archinard sans en passer par la voie hiérarchique, et lorsque vous ne passez pas par la voie hiérarchique, la discipline faisant la force principale des armées, vous êtes renvoyé à la case départ. À ce moment-là, de Gaulle réécrit à Archinard en lui demandant s'il accepterait d'intervenir personnellement pour qu'il puisse réellement partir en Pologne.
Mais l'armée française, bien que la guerre soit terminée en France, est encore déployée dans de nombreux endroits dans le monde et elle guerroie avec les Roumains et les Grecs au même moment à l'armée d'Orient, dans une région qui va de la Roumanie actuelle jusqu'à Mariupol, jusqu'à ce qu'on appelle à l'époque la Russie du Sud, qui est aujourd'hui l'Ukraine. On se bat contre les bolcheviks et on demande des volontaires. Ils se portent volontaires pour partir à l'armée d'Orient. Mais c'est le moment où, à l'armée d'Orient, il y a des mutineries, où les deux divisions françaises qui s'y trouvent sont très fortement menacées par les bolcheviks, et Clémenceau, qui voulait cette intervention très forte en Russie du Sud, décide que le jeu en Russie du Sud est terminé, donc on n'envoie plus de renfort. De Gaulle ne partira pas à l'armée française d'Orient, et il obtient, in fine, l'autorisation de partir en Pologne. Il ne part pas directement en Pologne au sein de la future mission militaire française Général Henris, dans laquelle on va le retrouver quelques mois plus tard. Il part incorporé à un des régiments de l'armée à l'air, qui est le 5e régiment d'instruction de l'armée polonaise. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on évite tout regard rétrospectif, eh bien, le capitaine de Gaulle quitte la France, étant un des quelques 300 ou 400 capitaines qui quittent la France au sein d'une armée à l'air qui compte à ce moment-là 1500 officiers français. 1500 officiers. De Gaulle est donc 1 sur 1500. Et peut-être une chance pour lui qu'il soit dans un régiment d'instruction, parce que lorsque l'armée à l'air arrive en Pologne, elle est engagée en Galicie, et on a des officiers qui sont tués dès les combats de l'été et de l'automne 1919 en Galicie. De Gaulle part avec l'armée à l'air, il traverse en 8 jours de train l'Allemagne, et lorsqu'il arrive à Varsovie, bien, il est un peu déçu en fait, parce que il l'écrit depuis le mois d'avril, chaque jour plus de 10 trains arrivent à Varsovie. Donc nous n'arrivons pas en triomphateur, nous sommes simplement des officiers français qui arrivons à Varsovie. Comment se passe cette arrivée? Dans quelle ambiance générale se situe cette arrivée? Eh bien, à Varsovie règne vis-à-vis des Français et vis-à-vis des Polonais, dans un regard croisé, ce que j'appelle une forme de défiance courtoise. Une forme de défiance qui peut s'expliquer simplement pour 2 raisons principales. On pourrait en trouver d'autres. J'en retiendrai 2 ici. Tout d'abord, pour les Polonais, il y a une raison objective. Cette mission militaire française qui arrive, cette armée à l'air qui arrive, sont des créations entre le gouvernement français et Roman Dmowski et le comité national polonais, c'est-à-dire des adversaires de Piłsudski. Donc Piłsudski les regarde d'un mauvais œil. La raison subjective est tout à fait compréhensible. Les 1500 officiers français qui arrivent en Pologne, dont de Gaulle, viennent de gagner la guerre contre l'Allemagne. Ils sont même surpris de leur victoire contre l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que jusqu'à l'été 18, rien n'était joué sur le front français. Et donc, ils sont très orgueilleux. Ils veulent montrer à ces Polonais qui proviennent de l'armée allemande, de l'armée austro-hongroise, de l'armée russe qui a trahi, que les Français leur sont supérieurs. Les seuls qui obtiennent un peu grâce aux yeux des Français, eh bien, ce sont les jeunes officiers des légions de Piłsudski, parce qu'ils ne sont pas considérés par les Français comme étant d'excellents militaires, mais ils ont la foi. Et ça, les Français l'apprécient particulièrement. Donc, cette défiance que j'évoque actuellement, et je vais l'illustrer par 2 petites citations, l'une du général Nissen, qui est à ce moment-là à Berlin, qui prépare la venue à Varsovie des Français et qui écrit en mars 19, donc avant l'arrivée même des Français. Le général Piłsudski m'a dit, en parlant des officiers provenant des armées russes et autrichiennes, « Ils ont fait beaucoup de sabotage pour gêner mon action, et ils en font encore. Ils en feront aussi pour gêner la mission française. »
Ça, c'est la vision de Pilsudski racontée à Nicephore. Le chef d'état-major de la mission, lorsqu'il arrive, écrit, parlant de Pilsudski, le chef de l'État polonais est hostile à la mission et ne s'en cache pas. Il souffre de voir des officiers étrangers installés dans son pays à titre de conseillers militaires, prenant parfois figure de censeurs. Donc on a Pilsudski qui dit aux Français, les officiers polonais ne vous aiment pas. Braillon qui dit, Pilsudski ne nous aime pas. On a deux. Ensuite, le jeu de la politique interne, à travers le général Henrys, qui rencontre à Paris au ministre de la Guerre, certains partis politiques polonais, écrit-il à l'issue de la bataille de Varsovie, cherchent à exploiter la situation à leur profit en présentant la collaboration française sous un aspect tendancieux, réduisant en fait la part revenant légitimement au commandement polonais dans les succès récents, ce qui risque de nuire aux intérêts de la France en Pologne. Donc, une situation de défiance croisée qui sera omniprésente pendant tous les 2 séjours du capitaine de Gaulle. Mais empreinte de courtoisie, pourquoi? Eh bien, j'ai demandé au général Bernard, qui commandait à l'armée à l'air la première division polonaise, puis qui est détaché auprès du général Richmigwe pendant la guerre pono-bolchevique, ce qu'il en pense. Et il écrit, en définitive, les relations avec les officiers polonaises sont bonnes et empreintes d'amitié. Les renseignements demandés sont donnés avec empressement. Les conseils que nous donnons sont écoutés avec intérêt, mais jamais suivis. C'est dans cette ambiance générale que va travailler donc le capitaine de Gaulle. Le premier travail qui sera le sien est celui d'instructeur. Et ce travail d'instructeur, eh bien, il va le faire en 1919 avec beaucoup d'enthousiasme. Il écrit un jour à sa mère, « Les hommes seront dressés à la française par des instructeurs français. » Mais la Pologne et Varsovie ne sont pas la France en 1919. Lorsqu'il arrive à Varsovie, pendant 2 mois, il ne fait strictement rien et il se demande vraiment ce qu'il est venu faire ici. Et vous avez évoqué tout à l'heure une remarque entre la nation et l'État. Et De Gaulle se pose à ce moment-là cette question. Il dit, les officiers polonais sont farouchement nationalistes, mais n'auraient-ils pas perdu le sens de l'État? Ce qui est une remarque, à mon sens, qui est très intéressante. Après 2 mois de nonchalance, en fait, d'inactivité, bien, les premiers officiers qu'il va former arrivent à Ramberthof au mois de juillet 1919, et là, le travail se passe très bien parce que tous veulent d'une armée polonaise puissante, quelles qu'en soient les raisons. Se battre contre les bolcheviks, assurer une frontière contre l'Allemagne, ou simplement, pour les Français, constituer en Pologne une armée qui serait totalement organisée sur le modèle français, avec des règlements français, etc., etc. Et là, on retrouve une nouvelle fois chez De Gaulle quelque chose qu'on connaîtra pendant toute sa carrière, cette relation qu'il a avec la gloire. Il écrit et dit un jour à d'autres officiers français, « Chacun, messieurs, de nos efforts en Pologne, c'est un peu plus de gloire pour la France éternelle. » Mais il n'oublie pas la raison pour laquelle il est venu en Pologne. Ici, j'apprends en travaillant beaucoup de choses, et tout cela me sera d'une grande utilité pour les examens futurs de l'école de guerre. Donc une vision large, mais aussi une vision très pragmatique, Anitier dirait très tactique. Au-delà du travail d'instructeur, le moment, à mon sens, probablement le plus intéressant quand on observe le De Gaulle de Pologne, c'est son moment de conférencier qu'on peut illustrer très brièvement à travers 2 conférences qui montrent bien l'esprit général des Français en Pologne à travers De Gaulle d'une part, et d'autre part la façon à travers laquelle il prend de la hauteur par rapport à la situation générale. Cette conférence, la première, la défaite, question morale, qui va être la clé de voûte de l'action des Français en Pologne pendant toute cette période, est synthétisée par un des officiers
présent, qui sera ensuite le fondateur de l'école de guerre polonaise, qui est le colonel Faury, qui, après avoir écouté De Gaulle, écrit que le thème de sa conférence était « Tant que le moral d'une troupe tient bon, le succès est possible, mais lorsque le moral s'en va, la fin est proche. » À travers cette phrase, vous avez toute l'action, l'essence de l'action que vont mener les officiers français et De Gaulle pendant la guerre polono-bolchevique. La deuxième grande conférence que vous avez, Monsieur le Président, évoquée dans votre introduction tout à l'heure, c'est celle consacrée à l'alliance franco-polonaise. Ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que préparer une conférence de cette qualité et de cette érudition à Varsovie, à l'automne 1919, est en soi quelque chose, à mon sens, d'exceptionnel. Ce qu'on peut en retirer, quand on l'observe avec le recul du temps, on a la chance de connaître la suite de l'histoire, c'est que, à sa manière, le capitaine de Gaulle, en décembre 1919, annonce les grands échecs de la politique étrangère française des 20 années suivantes. On en retiendra deux ici. Le premier, c'est l'échec de la politique étrangère française dans le rapprochement entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. Il déclare pendant cette conférence « L'Europe en général, la France en particulier, ont un intérêt de premier ordre à ce que les jeunes États polonais et tchécoslovaques vivent en bonne intelligence. L'Allemagne serait plus tard trop heureuse d'intriguer à la faveur de leur rivalité, comme le fit naguère si souvent l'Empire romain germanique. » Ce qui va se passer à Munich, tout est dit 20 ans, enfin 19 ans avant octobre 1938. Mais il évoque aussi quelque chose qui va se produire en deux temps, en 1922 et en 1939, c'est le rapprochement inéluctable des deux grandes nations humiliées par la guerre et rejetées au banc des nations, que sont l'Allemagne et ce qui va bientôt devenir, en 1922, l'Union soviétique, lorsqu'il envisage, je le cite, que demain, Germains et Moscovites puissent chercher à s'unir à nouveau. On a le traité de Rapallo de 1922 et on a le pacte germano-soviétique de 1939. Pour terminer sur cette conférence, que je trouve personnellement passionnante, il a une réflexion sur la Russie bolchevique qui nous mène jusqu'à des réflexions qui sont très contemporaines. Lorsque vous parliez tout à l'heure de la Bélarus, etc., lorsqu'il écrit « Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Un jour viendra, c'est fatal, où l'ordre s'y rétablira et où la Russie, reconstituant ses forces, regardera de nouveau autour d'elle. Ce jour-là, elle se verra telle que la paix va la laisser, c'est-à-dire privée de l'Estonie, la Livonie, la Courlande, la Finlande, la Pologne, la Lituanie, la Bessarabie, peut-être l'Ukraine, réduite en un mot aux limites de l'ancienne Moscovie. S'en contentera-t-elle? N'en croyons rien. Après cette conférence, De Gaulle rentre brièvement en France parce que la Pologne lui a donné tout ce qu'il en attendait. Il espère devenir professeur d'histoire à l'école militaire de Saint-Cyr. Il est affecté au bureau des médailles du cabinet du ministre de la Guerre. Horreur! Comme ce jeune capitaine du 5e régiment d'instruction que j'évoquais tout à l'heure est devenu un peu, passez-moi l'expression rapide, mais le chouchou du général Henris, parce qu'il a compris qu'il y avait un fort potentiel dans cet officier, eh bien, De Gaulle repart en Pologne au mois de juin 1920, c'est-à-dire au moment où Pilsudski est à Kiev. Et une nouvelle fois, comme lors de son premier séjour, entre le mois de juin, son arrivée à Varsovie, et la fin du mois de juillet, lorsque le gouvernement français autorise les officiers français à participer dans les conditions sur lesquelles je vais revenir à la guerre contre les bolcheviks, eh bien, il vit une période, je veux dire, d'émotion profonde parce qu'il ressent, alors qu'il est inactif, un très profond désarroi dans la population polonaise
et surtout une incapacité des partis politiques à s'unir alors que la nation est en danger de mort. Il estime même que cette incapacité des politiques à transcender leurs différences est beaucoup plus important et dangereux pour la Pologne que les revers militaires. Il écrit « Ce qu'il y a de plus inquiétant, ce n'est pas tant le recul des troupes polonaises. Le monde politique en particulier, au lieu de se mettre d'accord et de soutenir un gouvernement, quel qu'il soit, jusqu'à la fin de la crise, ne fait que redoubler ses divisions et ses intrigues. » Arrivé à la fin du mois de juillet, après ce temps de désarroi, il exulte parce qu'il vient d'y avoir cette autorisation donnée aux officiers français à rejoindre les armées polonaises qui se battent. Que permet cette autorisation gouvernementale? L'envoi dans tous les états-majors polonais de niveau important, groupes d'armées, armées, corps d'armée, d'un général ou d'un colonel, adjoint du patron polonais, et d'un certain nombre d'officiers d'état-major, le plus souvent dans ce que les Français appellent le troisième bureau, c'est-à-dire là où on organise les opérations, en définitive. Et là, le capitaine de Gaulle, avec le général Bernard, que je citais tout à l'heure, est envoyé auprès du groupe d'armée commandé par le général Richmigwe. Ils vont ensemble veiller à ce que les états-majors polonais fonctionnent avec des ordres donnés, exécutés, contrôlés, tout simplement. L'apport français est là. Il y aura très peu d'officiers français qui se battront. Si on cherchait à trouver des officiers qui se battent, on pourrait simplement dire que le moment où les Français ont eu le plus de tués pendant leur séjour large en Pologne, c'est pendant l'affaire de Silésie, où il y a à peu près 60-70 morts. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Que le deuxième endroit, c'est en Galicie, en 1919, où il y a une vingtaine de morts, et il n'y a aucun officier français tué pendant la guerre polono-bolchevique. Rendant compte, je fais une brève digression, de cette relation qu'il y a dans l'état-major de Richmigwe entre officiers français et officiers polonais. De Gaulle écrit en 1921 dans un article qui est publié donc dans la revue de Paris, qui est un article de commande de l'état-major, pour faire un peu la publicité en fait, mais qui est une synthèse, à mon sens, juste de ce qui s'est passé entre officiers français et polonais pendant les combats. Il me semble que leur rapprochement, il fait allusion ici au rapprochement entre Bernard et Richmigwe, symbolise bien celui des deux armées qu'ils représentent. L'armée polonaise, toute jeune, plus assurée qu'expérimentée, la nôtre, rompue à la guerre sous toutes ses formes et habituée par les longs et durs efforts à n'agir qu'avec méthode. Lorsque la guerre se termine, bien, De Gaulle rentre à Varsovie, et alors qu'il avait vu le désarroi en juin et en juillet que j'évoquais tout à l'heure, il est emporté par la liesse qui habite la population de Varsovie. Il écrit « La foule qui voit nos uniformes poussiéreux s'avance autour de nous. De toutes ses poitrines monte un cri « Vive la France !» Elle était ici avec nous, ardente, sage et résolue. Nous nous regardons du même regard. Et soudain, chacun des Français qui sont là, frissonnant d'un enthousiasme sacré, s'embattre contre son cœur d'homme qui passe, le cœur éternel de la patrie. Que retenir en conclusion des deux séjours, des trois séjours du capitaine de Gaulle en Pologne? La première, c'est qu'il y a trouvé le temps de réfléchir à d'autres formes de guerre que celles vécues sur le front français. Il fait, à titre personnel, mais in situ, non pas uniquement dans les livres, une synthèse entre la guerre de tranchées, la guerre des grands effectifs dans des espaces réduits, avec la guerre des petits effectifs très mobiles dans les grands espaces de la pénéplaine européenne. Il passe de la Première Guerre mondiale à l'épopée napoléonienne, il en fait la synthèse. Une synthèse qu'on retrouve, à mon sens,
dans une des lectures qu'on peut faire de Vers l'armée de métier, qui n'est pas celle de la constitution d'un corps mécanisé de 100 000 hommes, etc., qui est une réalité, mais qui est à mon sens une réalité insuffisante, parce que cette réflexion le pousse à penser, et c'est le deuxième apport, à mon sens, chez lui, de la guerre polono-bolchevique, qu'il est indispensable que la France ait une harmonie complète entre sa politique étrangère et sa politique de défense. Ce corps blindé, mécanisé, ces 100 000 hommes, ce n'est pas uniquement pour avoir des chars, voire des avions, c'est pour pouvoir rapidement rejoindre soit la Tchécoslovaquie, soit la Pologne, de façon à ce qu'il y ait une continuité entre politique étrangère et outils militaires. L'avant-dernière réflexion est celle qui a surpris tous les officiers français qui sont passés par la Pologne, qui est celle de la nécessité d'avoir un pouvoir politique et une autorité militaire bien différenciée, le pouvoir politique étant au-dessus d'une autorité militaire qui lui est subordonnée. Quant à la dernière réflexion que m'inspirent ses écrits sur son séjour en Pologne, eh bien, il renvoie au concept de nation, de peuple et même de civilisation, avec des réflexions qui nous imposent à réfléchir aujourd'hui sur la capacité ou le risque que peut courir toute nation, qui était si ancienne et si puissante soit-elle, de disparaître dans le grand tumulte de la guerre si elle n'est pas en mesure de se transcender dans la guerre. Et il l'écrit lors de son retour, lors de son départ, pour rejoindre Richmigwe avec Bernard. Il faut avoir observé la foule affreuse des faubourgs pour mesurer à quel degré de misère peuvent atteindre des hommes. Il faut avoir longé les interminables files de femmes, d'hommes, d'enfants hagards, attendant des heures à la porte du boulanger municipal le morceau de pain noir hebdomadaire, avoir senti peser sur sa voiture les lourds regards de cette plèbe affamée pour comprendre que notre civilisation tient à bien peu de choses, que toutes les beautés, toutes les commodités, toutes les richesses dont elle est fière auraient vite disparu sous la lame de fureurs aveugles des masses désespérées. Je pense que cette remarque, écrite en 1920, est encore aujourd'hui d'actualité dans le monde dans lequel nous vivons. Et j'en ai terminé.